Siguiente punto del orden del día, que no está en el orden del día, pero saben que hemos llegado a un acuerdo esta mañana sobre integrar un punto sobre el Jugendamt. Yo tengo ante mí una serie de Jugendamt, a ver si lo digo bien, Jugendamt. Tengo una lista de peticiones, de peticionarios, son 6 peticionarios a quienes les doy la bienvenida a la Comisión de Peticiones. Lo único que les pediría a todos ellos es que, como me imagino que quieren intervenir los 6, por favor, vamos a limitar el tiempo. Es decir, les vamos a dar a cada uno 3 minutos. Es decir, van a tener 18 minutos. Normalmente una petición aquí está entre 5 o 6 minutos. Me dice una señora que no. No. Dígame por qué no. Non è possibile che dopo 4 anni che aspettiamo che vengano discusse le nostre petizioni, dopo che sono state messe nell'ordine del giorno di oggi, sono state cancellate in modo che i moltissimi altri petenti che dovevano venire non sono venuti, quei pochi che sono venuti lo stesso, adesso dopo 4 anni gli si danno 3 minuti. Non è ammissibile. Miren ustedes, yo le entiendo su comentario, lo entiendo perfectamente, lo entiendo, pero entiéndame a mí, a las 6:30, no, permítame a mí hablar, yo le he escuchado a usted, si quiere póngase los cascos. Yo a las 6:30 la comisión tiene que terminar porque estos señores de interpretación terminan su trabajo. Y, por lo tanto, ustedes quieren aquí abrir un debate. Tenemos que intervenir ustedes, los políticos, la comisión, etcétera, etcétera. Un debate no es solo su debate. Me imagino que ustedes querrán intercambiar puntos de vista con nosotros. Por lo tanto, en aras a esa cuestión, si todos ustedes quieren intervenir, que a mí me parece muy lógico y muy bien, y yo lamento que después de 4 años, como ustedes, también hay otras peticiones que han tardado y han tenido mucho menor tiempo, y se lo aseguro, en esta comisión, mucho menor tiempo. Les estoy diciendo que son 6 intervenciones a 3 minutos. Pero en esa relación, yo les puedo dar 4 minutos a cada uno, si les parece bien. Estamos hablando de 24 o 25 minutos que van a intervenir ustedes. Les aseguro que nadie tiene 25 minutos en esta comisión para exponer su caso. Y, por lo tanto, yo les pediría concreción, 4 minutos a cada uno, y que luego abramos un debate entre nosotros, si a ustedes bien les parece, porque me imagino que no solo querrán ustedes comentar, insisto, querrán abrir ese debate. Dígame. Si hay un debate donde podemos contestar de nuevo, está bien. Sí, claro. Esto es así, las reglas son así. Vamos a ver, ustedes van a intervenir primero. Luego ¿de la comisión va a intervenir nadie? ¿Hay alguien de la comisión? No hay nadie de la comisión. Vamos a ver, aquí hay un problema. Hay un problema que me acaban de decir eso. No hay nadie de la comisión para responder a los peticionarios. ¿Por qué? Soprattutto abbiamo visto che l'eurodeputato tedesco che aveva cercato di non far discutere le nostre petizioni se n'è appena andato. Sí, hay un diputado alemán, pero entiéndanos a nosotros. Aquí las reglas es que intervienen los peticionarios, contesta la comisión lógicamente, y después de la comisión, de lo que dice la comisión, se abre un debate con los diputados y ustedes también pueden intervenir. En ese caso, yo les prevengo que no hay nadie de la Comisión Europea y que no es una cuestión de que tengamos la culpa los diputados ni la Secretaría, porque lo que me están apuntando es que este debate se ha decidido hacerlo esta mañana. Por lo tanto, con ese planteamiento, ¿ustedes están dispuestos a celebrar el debate? Se ne parliamo adesso, cosa significa? Che poi le petizioni vengono archiviate senza risposta? Non mi è chiaro. Sí, no hay respuesta de la Comisión Europea. Quindi cosa le discutiamo a fare? Cioè, che esito possono avere le petizioni? È una domanda, non è una polemica, volevo solo capire. Noi volentieri spieghiamo qual è il problema, volevamo solo capire se una volta che l'abbiamo spiegato nessuno poi più ci risponde e vengono messe da parte. Stavo solo cercando di capire. Ecco. Sí. Yo lo lamento muchísimo porque no debería ser así. Le digo lo mismo, no debería ser así. Ustedes deberíamos tener una respuesta de la Comisión Europea y después, con esa respuesta de la Comisión Europea, abrir un debate, no un debate entre ustedes y los diputados. Pero, de todas formas, señor Boulard. Oui, Monsieur le Président, je pense que
Compte tenu de la situation qui est un petit peu particulière, puisque normalement la Commission aurait dû être là et la Commission aurait dû attendre ce matin la décision de notre Commission quant à l'ordre du jour pour décider ou non de venir ou de ne pas venir. Donc c'est la Commission qui est en tort. Je veux dire, le tort aussi, c'est de la part de certains de cette Commission d'avoir essayé de faire retirer de l'ordre du jour ces sujets-là. Mais toujours est-il qu'en termes de formalisme, ça doit être décidé ce matin à 9 heures au moment de l'adoption de l'ordre du jour et que la Commission aurait dû maintenir sa venue jusqu'à ce matin 9 heures pour savoir si oui ou non on mettait ce sujet à l'ordre du jour. Si la Commission n'est pas là, c'est la faute de la Commission, ce n'est pas la faute des pétitionnaires. Ils sont présents, ils viennent de loin. La moindre des choses, c'est de les écouter et on transmettra à la Commission européenne la teneur des débats de notre fin d'après-midi et la Commission européenne nous apportera des réponses dans un second temps. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Yo lo entiendo perfectamente. Y en deferencia a los peticionarios que vienen de lejos, voy a abrir este debate. Pero esto no debería ser así. No se puede hacer un debate sin la comisión entre nosotros y ellos, porque las reglas de la comisión de peticiones no es así. Pero en deferencia a ellos, si no hay ningún problema por nadie, les pregunto a ustedes, nosotros abrimos el debate con los peticionarios. Y como no está la comisión... Sí, a ver, señor Boulin, señor Irazabalaretia, pero corto, porque los que queremos oír es a los peticionarios. On n'aurait même normalement pas dû avertir les pétitionnaires que c'était annulé tant que ce n'était pas décidé ce matin. Il va te faire la réponse. Excuse the Secretariat for taking part in this discussion, but it was a decision of the coordinators of this committee not to put the item on the agenda for today's meeting. When the coordinators therefore approved the last agenda without this item, the Commission was informed at that stage and made its arrangements in order that the officials would be present for all the items on the agenda. The proposal that you made this morning, Mr. Boulon, to place this item on the agenda received the support of the majority of the committee. Therefore, that is why there is the debate now. But sadly, because of the extreme short notice, the Commission was unable to provide somebody on that basis. But I think the objective of the Chairman and the committee, as the Secretariat has understood it, was to, because the petitioners were here, thanks to you, very largely, that they should all be able to express themselves in the committee and have an exchange of views with the members, and then we would take things forward from there. Después de esas explicaciones, insisto que no deja de ser una situación anómala, por lo menos anómala. Pero no vamos a perder más el tiempo y vamos a dar la palabra a aquellos lo que quieren hablar. Vamos a hacer una cosa, como no está la comisión, 5 minutos. ¿Les parece bien? 5 minutos a cada peticionario. Estamos hablando de media hora para todos ustedes. Va a empezar... señora Gilberti, Lionel, señor... Colombo. No, Colombo, ¿cómo Colombo? No, ¿usted quiere ser la primera? Es que me han dado... Vamos a ver, no, mi scusi, non sapevo, se c'è Gilberti, c'è Gilberti, sí. non volevo... Vamos a ver, aquí hay una lista, yo tengo al señor Gilberti, Lauren, Poromka, Christidis, Colombo y Joly. ¿Quién quiere ser el primero en tomar la palabra? Hanno deciso che inizio io lo stesso. ¿Y usted es, perdón? Colombo. Vale, muy bien. Tiene la palabra, señora Colombo. Allora, penso che sia abbastanza chiaro a tutti che qui il problema non è lo Jugendamt tedesco, ma qui è l'atteggiamento della Germania, con tutto quello che è successo, con queste petizioni, con le commissioni che non vengono, con l'eurodeputato che quando io non ci sono mi ha dato, perché sono pubblici questi dibattiti, mi ha dato della criminale prima di qualsiasi processo, adesso è andato via. L'altra cosa che constato è che per le petizioni contro i servizi sociali inglesi piuttosto che contro l'atteggiamento della Danimarca abbiamo avuto un vero e proprio show degli eurodeputati austriaci e tedeschi dicendo che non era ammissibile, che si trattava di diritti umani e non di diritto di famiglia, quindi diritto interno, quindi diritto nel quale non si poteva intervenire. Hanno gridato ad alta voce sono diritti umani, ai bambini non si possono negare
negare questi diritti. Perché? Perché c'erano 1 o 2 bambini austriaci o tedeschi in Danimarca. Le centinaia di migliaia di bambini che vengono trattenuti in Germania invece non se ne può parlare, non se ne deve parlare, l'abbiamo visto ancora oggi cosa è successo con le nostre petizioni, prima ci sono, poi non ci sono, poi ci sono di nuovo, poi non c'è la Commissione. La mia petizione, per essere concreta, è del 2009. Nel 2010 è stata discussa ed è stato constatato che c'erano state delle gravi violazioni del diritto di libera circolazione in Europa. Da allora io non ho saputo più niente. Per riassumere brevemente la cosa, abbiamo un genitore tedesco che non ha titolo giuridico per chiedere il rimpatrio dei bambini, ma come sempre avviene, le istituzioni tedesche gli forniscono i documenti per farlo, nel mio caso c'è addirittura una traduzione falsificata, come constatato dalla Procura della Repubblica Italiana. Però di fatto i bambini finiscono in Germania e una volta che sono in Germania, dalla Germania non esce più nessuno. Tutti i diritti che vengono loro negati sono quelli di avere per esempio 2 genitori, 2 lingue, 2 culture. Il capogabinetto tedesco della Commissione, della commissaria alla giustizia ci ha scritto a varie associazioni che l'articolo 24 della Carta europea sui diritti dei minori non è sempre applicabile. A questo punto devo pensare che non sia applicabile quando a violare questi diritti è la Germania. Probabilmente dovrò adesso semplicemente dire cosa è successo dopo quell'ultima discussione del 2010 che c'è stata della mia petizione. È successo che io non ho più visto i miei figli, è successo che mi è stato dato della delinquente criminale pazza eccetera anche in questo Parlamento e in questa sede, ovviamente in mia assenza da parte degli eurodeputati tedeschi. Ho scritto un libro, ho preso un master in diritto e tutela dei minori, sta per uscire il secondo libro. I miei figli però non hanno più una madre, hanno una madre che è idonea per giudicare se altri genitori sono dei bravi genitori o meno, ma che assolutamente non ha più potuto vedere i propri figli. Perché la Germania pensa solo a germanizzarli i bambini, non interessa assolutamente a nessuno. Si scrive, si legge ogni volta che si persegue il Kindeswohl, che non è assolutamente il best interest of the child, è l'interesse tedesco nel tenersi i nostri figli, perché dietro ai figli sono importi miliardari che si muovono sempre e solo in una direzione, verso la Germania. A me hanno portato via i figli, mi hanno portato via il lavoro, stanno per portarmi via la casa che ho comprato 12 anni prima di sposarmi, hanno portato via tutti i risparmi dei miei genitori di tutta una vita. Se questo non è un business, non saprei come altro definirlo. Quello che ci succede è che tutte le volte le petizioni, che sono molto di più di questi 6 o delle 24 che erano previste, le petizioni contro la Germania alla fine non sono mai ricevibili. Quindi la gente, e vi assicuro che sono in tanti, perché comunque adesso si avvicinano anche le elezioni europee, la gente, perché intorno ad ogni petente c'è una famiglia allargata, ci sono gli amici, ci sono i conoscenti. Siamo tutti quanti veramente stufi di questi sentimenti antitedeschi che diffondono i tedeschi stessi, nel senso che ci vediamo semplicemente trattare come delle persone senza diritti. I nostri bambini, siccome non sono tedeschi o austriaci, o lo sono solo per metà, peggio, non hanno diritti, quindi non siamo più disposti a sentirci dire che si tratta di diritto di famiglia, diritto interno, perché questi sono diritti dei minori, non hanno più nessun contatto con l'altro loro genitore. E qui chiudo visto il tempo. Grazie Vera. La segunda persona que quiere intervenir, por favor, que me diga el nombre. ¿Quién es? Sigo el Gilberti. Sí. Señor Gilberti, 5 minutos. Bonjour, monsieur le président. J'ai un micro. J'ai présenté une pétition sur le recours abusif du mandat d'arrêt européen dans le cadre d'affaires familiales. J'ai été emprisonné en octobre 2012 par un mandat d'arrêt allemand fait par le tribunal de Landshut, m'accusant de ne plus payer la pension alimentaire.
ce qui est un fait. Je refuse maintenant de payer une pension alimentaire ou ce qu'on peut appeler vulgairement une rançon à mes enfants parce que le tribunal de Landshut, les acteurs sociaux du Jugendamt de Landshut, jusqu'à la police de Landshut, m'ont discriminé, m'ont humilié, m'interdisent de voir mes enfants, interdisent que mes enfants puissent venir en France voir leur famille française. Donc, je fus arrêté le 8 octobre 2012. J'ai fait une grève de la faim et de la soif de 10 jours. J'étais pendant 1 an sous contrôle judiciaire français strict. Je fus extradé en 2013, en octobre 2013, alors que le tribunal de Landshut savait perdument que le mandat d'arrêt n'était pas recevable, parce qu'il y avait dedans un vice de forme. C'était pour une non-présentation à une convocation au tribunal, une convocation qui a été envoyée à une mauvaise adresse. J'ai fait médiatiser mon cas parce que je pense que c'est un cas qui est assez scandaleux. Outre les menaces que j'ai reçues de policiers allemands, outre les écoutes téléphoniques qu'ont fait un commissaire Obermeier de Munich à mon domicile en France, et ce sont des écoutes téléphoniques qui ne se passaient pas en Allemagne, c'était des écoutes téléphoniques qui se passaient entre la Grèce, entre la France, et qu'ils ont fait valoir ça en Italie. J'ai été renvoyé en Allemagne, j'ai fait un tourisme pénitentiaire, j'ai fait 6 prisons en 10 jours. Je suis sorti de prison, maintenant je viens de perdre mon emploi. La décision, pour vous expliquer encore ce qui se passe, la décision de paiement de pension alimentaire n'a aucune valeur légale. Ça veut dire que je n'étais pas au courant de cette décision de justice. J'ai payé beaucoup trop de pensions alimentaires par rapport à la décision de justice qui a été donnée, qui m'a été ordonnée. Je payais environ entre 500 et 600 euros par mois contre les 326 euros qui m'étaient ordonnés par le tribunal. Et quand j'ai vu que mon ex-femme était amie du juge Lederhofer de Landshut, quand j'ai vu que mon ex-femme connaissait plus ou moins toute la bande, que le juge Lederhofer a une nation, enfin je ne vais pas dire, travaille au Jugendausschuss-Hilfe, c'est un organe politique qui s'occupe des questions de l'enfance du point de vue cantonal. On va expliquer comme ça. Quand j'ai vu que l'avocate de mon ex-femme sponsorise cette association, quand j'ai vu qu'en fin de compte j'étais tombé en plein milieu d'un groupe d'amis qui s'occupe de l'enfance, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de payer. Parce que j'ai téléphoné au Jugendamt et je leur ai dit, si le bien-être de l'enfant c'est de payer, étant donné que je ne sais pas où habitent mes enfants, étant donné que je ne sais pas s'ils sont vivants, j'arrête de payer. Et la réponse des employés des acteurs sociaux du Jugendamt était tant que je ne reçois pas d'acte de décès de mes enfants, j'ai à payer. Alors on pourra faire des grands thèmes sur le Kindeswohl allemand, le bien-être supérieur de l'Allemagne. On m'a discriminé, on m'a humilié. Je suis maintenant aujourd'hui à la pétition. Avec ma pétition, maintenant vous pouvez voir ce que vous pouvez en faire parce que certains membres manquent. Mais un fait c'est que j'ai une famille française qui est assez européenne. J'ai la famille en Belgique, en Italie. Je pense que je suis un citoyen je ne suis pas un citoyen de seconde classe, comme l'en pensent certains acteurs sociaux allemands. Et pour moi, c'est clair et net. Je retournerai bientôt en prison parce que le 2e mandat d'arrêt européen est en route. Parce que maintenant le juge Suttner a dit que cette fois-ci il ne fera pas d'erreur. J'aime bien la menace déjà d'un juge. Et de toute manière, tant que mes enfants ne seront pas dans leur famille en vacances pour faire valoir un droit de visite qui est tout à fait banal en Europe, je ne payerai pas de pension alimentaire. Je serai un criminel, comme aiment si bien le dire certaines personnes de cette pièce. Voilà, mon temps est parti. Je vous en prie. Merci beaucoup, monsieur. Próximo peticionario, Cédric Laurent. Pardon, monsieur, je prendrai la parole pour à la part de Cédric Laurent, parce que il en est de la pétition Beistandschaft.
Donc M. Cédric Laurent est aussi touché par cette mesure de Beistandschaft. M. Gigou, qui a fait cette pétition, est aussi touché par et pratiquement tous les parents non allemands sont touchés par cette pétition, par cette Beistandschaft, cette mesure administrative que les Allemands essaient de faire passer pour une mesure juridique. Donc, juste pour vous expliquer, prenons le cas de M. Cédric Laurent, qui a une décision française sur une juridiction française et qui est reconnue par le règlement 39, c'est comment on appelle? Le règlement 39, Bruxelles 2 bis. Voilà. Qui a jugé une pension alimentaire de 150 €. Il vient de découvrir qu'il a un arriéré de 6 000 € qu'il doit à l'État allemand parce que son ex-femme, sans le savoir de la justice française, avec l'accord de la justice allemande, perçoit justement cette Beistandschaft, perçoit des aides sociales de l'Allemagne depuis 2011. Cette mesure est discriminatoire, elle est arbitraire, elle est source de conflit parental et elle est incompatible avec les principes d'une justice libre. Je pourrais vous dire tous les textes de loi qui sont. Vous avez la pétition sous les yeux, je pense. Je crois que vous pouvez nous donner, si vous voulez, ces pétitions et nous allons prendre. Vous avez la pétition, c'est la pétition Beistandschaft. Nous allons mettre dans l'agenda ou dans la minute de la commission de pétitions. Il est très important de comprendre que la Beistandschaft, déjà, il n'y a aucun recours juridique parce que c'est une mesure administrative. Et que les autorités allemandes les font valoir par le règlement Bruxelles 2 bis. Ils les font valoir dans toute l'Europe, ce qui est indéniable. M. Cédric Laurent vient d'avoir une décision de justice il y a 2 semaines et il a déjà un arriéré de 6 000 €. Moi, dans mon cas, je ne sais pas combien de milliers, de dizaines de milliers d'euros je dois être, alors que j'ai déjà tout perdu. J'ai travaillé en Allemagne pendant 10 ans, j'ai construit une maison, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Depuis, on m'a tout volé en Allemagne par des mesures illégales et franchement, déjà que vous savez, quand vous ne parlez pas la langue, c'est déjà pas facile. Quand vous prenez un avocat et que vous ne pouvez pas lui faire confiance, parce qu'on ne peut plus faire confiance à un avocat allemand quand on est étranger. Tous les cas que j'ai eus, l'avocat allemand travaillera pour les autorités, pour les intérêts allemands, au détriment de l'étranger. Et je pense que maintenant, M. Rainer Wieland est là, il pourra me regarder, il est peut-être temps que l'Allemagne pense qu'on est en Europe, on n'est pas. Je suis maintenant, j'ai quand même de gros problèmes avec l'Allemagne. Mais ce n'est pas moi qui les ont créés, ces problèmes, ce sont vos autorités, M. Wieland, qui ont créé ces problèmes. Je suis germanophobe, on va dire, je ne sais pas si je suis germanophobe, mais j'ai un gros problème avec l'Allemagne parce que j'ai fait confiance à ce pays, j'ai appris la culture de ce pays, j'ai appris la langue de ce pays, j'ai essayé de me débrouiller avec votre double langage juridique, avec tout ce qu'il y a de vraiment extrêmement compliqué à faire comprendre, et en fin de compte, on voit qu'on a été floués comme des citoyens de seconde classe. Je suis désolé, Monsieur Wieland, on est peut-être des criminels, mais je suis fier d'être un criminel. Parce que j'ai des principes, que c'est la famille, le bien-être des enfants, c'est d'avoir 2 parents qui soient français, qui soient espagnols ou qui soient de n'importe quelle nationalité. On est là pour faire une Europe des peuples et pas une Europe germanique. Je suis désolé. Ça me suffit. Merci beaucoup, monsieur. Alors, vamos a continuar. Thomas Poronka. Scusi un secondo solo, il signor Putin che è qui e che aveva anche lui una petizione sulla Beistandschaft, non era nella lista che lei ha letto, ma ha una petizione anche lui Beistandschaft e il suo caso, come tantissimi altri casi, era per chiudere l'argomento Beistandschaft, se posso, per chiudere l'argomento Beistandschaft, per non tornarci sopra più. Mancava un pezzetto. Sì, siccome erano meno di 5 minuti, volevo chiudere l'argomento Beistandschaft nei 5 minuti previsti. Sono un cittadino europeo anch'io. Sì, io capisco, ma ci sono di altri cittadini europei che devono parlare avanti. Come il signore Thomas Poronka non è là?
Está, señor Polonca. Ah, sí, muy bien. Primero, señor Polonca. Mesdames, Messieurs, je vous parle en français parce que c'est la langue des droits de l'homme et je vous parle de droits de l'homme. Depuis l'année 2007, je constate avec amertume que les autorités allemandes vous donnent des réponses incomplètes, voire fausses. Elles ne vous les donnent pas qu'à vous, elles vous les donnent aussi au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, par exemple. J'ai des documents ici qui démontrent la réalité quotidienne de tous les pétitionnaires et de toutes les victimes du Jugendamt et de la justice des familles allemandes. On vous dit que le Jugendamt agit en conformité avec la loi. Mais alors avec quelle loi? Le Jugendamt a le droit légalement de mentir aux tribunaux des familles alors qu'il doit être entendu par ces tribunaux. Le Jugendamt est exempté du devoir de vérité procédurale. Le Jugendamt peut supprimer légalement des expertises de, par exemple, psychiatres, de médecins qui démontrent un danger pour un enfant. Il ne les présente pas au tribunal et c'est tout. Le Jugendamt peut obtenir la modification de décision des tribunaux simplement en refusant d'obéir. On vous dit également qu'on peut faire vérifier les actions du Jugendamt en justice. C'est faux. D'abord, on vous refuse l'accès à votre dossier. Ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des cas réguliers et fréquents. On vous refuse le droit de porter plainte en justice sous prétexte qu'on vous a retiré l'autorité parentale, le droit de garde. Et une fois que vous avez vraiment coincé le Jugendamt, ce qui est vraiment très très difficile, après on va vous dire que les agents du Jugendamt ne se sont pas exprimés en tant qu'agents d'une autorité officielle, mais qu'ils ont juste fait part de leur appréciation personnelle. Alors vous ne pouvez absolument pas les saisir ni les coincer. Avec tout cela, il faut tenir compte du facteur du temps. Il n'est pas rare qu'une telle procédure dure 10 ans ou plus. L'aliénation des enfants n'est plus réparable et vous entrez dans ce que M. Boulan tout à l'heure a appelé un cercle vicieux. On va motiver le refus du droit de visite par l'aliénation et l'aliénation est prononcée et accentuée par justement cette absence de visite régulière. Une fois que vous trouvez le moyen, ce qui est très dur, de porter plainte contre le Jugendamt en demandant des dommages et intérêts, on va vous ruiner financièrement, systématiquement et financièrement. Tout cela n'est plus un problème de divorce. Il y a de plus en plus de familles intactes qui souffrent des actions du Jugendamt. Ces cas sont documentés par douzaines, voire par centaines, par exemple sur Internet. Et ce n'est pas non plus un problème de parents binationaux, c'est aussi un problème de parents purement allemands. Les actions aléatoires du Jugendamt sont partout. On vous retire des enfants, je peux vous citer des cas pour des motifs absurdes. Un agent du Jugendamt qui vient rendre visite à une famille et qui n'aime pas les meubles. Alors, on a posé la question ce matin, ou en début d'après-midi, le Parlement, la Commission dans tout cela, puisqu'il s'agit de droit national. Eh bien, moi, personnellement, je vous réponds, les droits de l'homme sont universels. Il n'y a pas de droits de l'homme allemand, ni français, ni italien, ils sont universels. La Cour constitutionnelle allemande refuse de décider dans 97% des cas. Il n'accepte pas pour décision. Ça veut dire ni oui ni non. Simplement, ça veut dire on ne veut pas trancher. Alors, avec tout cela, on constate aussi un non-respect de l'article 167 du traité de base de l'Europe. On refuse de soumettre certaines questions à la décision de la Cour de justice européenne. Vous savez très bien que cette Cour ne peut être saisie par les particuliers, elle doit être saisie par des tribunaux nationaux, et spécialement par le tribunal de dernière instance qui est obligé de soumettre toutes les questions ayant trait au règlement européen. Donc, on le refuse. Vous n'avez aucun recours puisque vous, à titre personnel, ne pouvez pas faire appel. Alors, avec tout cela, je pense qu'effectivement, bien qu'étant allemand, qu'il faut entamer une procédure en infraction contre l'Allemagne puisqu'elle viole les traités européens. Et en fin de compte, je voudrais quand même présenter mes excuses. Je n'y suis pour rien, mais je suis allemand. Je vous présente mes excuses à tous les parents aliénés pour ce qu'on vous a fait. Je suis victime comme vous, je souffre comme vous, mais je tiens à m'excuser. Merci. Merci beaucoup, monsieur.
Siguiente peticionario, Aris Christidis. Ich werde auf Deutsch zu ihm sprechen, obwohl ich Grieche bin und kein Migrant. Ich bitte um Verständnis dafür. Ich sage nur erstmal nur Kalispera. Sonst möchte ich vielleicht damit beginnen, weil ich unvorbereitet rede, mit meiner Scheidung, die ich 2005 einreichte. Damals waren meine zwei Kinder 6 und 8 Jahre alt. Und der Grund dafür waren sehr starke psychische Probleme meiner Frau. Ich wollte eine Insel für meine Kinder schaffen und die schuf ich dann auch. Meine Kinder kamen dann nach der Trennung zu mir und wollten nicht mehr zurückgehen. Ich brachte sie dann doch zu ihrer Mutter, denn sie sollten nicht ohne Mutter leben. Wir wollten sie nach und nach zusammen aufziehen, nur eben getrennt. Mit dem Beginn der Scheidung begann auch meine Diskriminierung. Schon bei der Eröffnung der Scheidung, da lebte ich inzwischen 35 Jahre in Deutschland, hatte einen deutschen Pass, hatte eine Professur in Deutschland angenommen von 3, die mir angeboten worden waren. Und ich war inzwischen auch in der Stadt, in der ich lebe, in Gießen, Stadtverordneter. Da sagte ich, ich will meine Kinder genauso häufig sehen wie die eigene Mutter, wie die Kindesmutter. Da sagt mir die Richterin, ja, das ist bei uns nicht in Deutschland so, das ist falsch. In Deutschland gilt das Wechselmodell, das sogenannte. Das heißt also gleiche Zeiten für beide Eltern. Da sagt mir die Richterin, das ist vielleicht bei Ihnen in Griechenland so, bei uns in Deutschland ist es anders. Das fing damit an und es wurde immer schlimmer. Ein Jahr später bekam ich eine Kürzung um 36% meiner Zeiten mit den Kindern, damit die Kinder mehr Fußball spielen konnten. Ich hatte immer wieder Rücksprache mit dem Jugendamt und bitte zu beachten, das ist kein Widerspruch zu allem, was hier gesagt wurde. Ich hatte die wirklich starke Unterstützung von 2 Damen, die nacheinander dafür zuständig waren. Die beiden Damen, die eine wurde abgezogen und versetzt. Ich weiß nicht, ob das eine Strafversetzung war. Die zweite musste mir dann irgendwann schreiben, ihr wurde verboten, mit mir zu reden. 2008 wurden meine Kinder vom Griechischunterricht abgezogen. Zunächst mal von der Mutter, die dann später zu Protokoll gab, ja, sie hatte immer wieder Beratungen, wo man ihr sagt, sie sollte die Kinder nicht so sehr mit mir überlassen. Ich ging natürlich zum Gericht und das war dann das Gericht, das die letzte Instanz, das Oberlandesgericht in Frankfurt, die letzte Instanz, die besiegelte, dass meine Kinder keinen Griechischunterricht mehr bekommen sollten, weil es doch eigentlich unproblematisch war. Meine Kinder könnten doch bei mir Homeschooling bekommen. Und wenn ich sowieso nur in Griechisch sprechen würde, wäre es kein Thema. Wie das Ganze abgestimmt wurde, brauche ich nur so viel zu sagen. Der kleine Sohn rief mich ein paar Wochen später an und bat unter dem Geschrei seiner Mutter, die eben ihre Probleme hatte, dann doch bitte nochmal zum Griechischunterricht zu gehen. Er ging auch tatsächlich regelmäßig zum Griechischunterricht bis zum Sommer 2009, wo er dann mit sehr gut abschloss. Aber das war dann auch das Ende. Es war eine sehr große Belastung für das Kind. 2010 war es dann soweit. 2 Dozenten für Psychologie, die Mutter kannten, und die Bundesbeauftragte für die Aufbereitung des sexuellen Missbrauchs für Kinder, die bescheinigten, dass die Mutter die Kinder sexuell missbraucht hatte. Ich reichte eine Klage ein. Ich wollte das alleinige Sorgerecht mindestens für Dinge bekommen, für Sachen, die Gesundheit der Kinder betreffen würden. Der Effekt war zunächst mal, dass ich eine Hausdurchsuchung hatte. Ich war verdächtigt worden, Kinder zu schleusen. Man hatte mir über die Internetplattform, bei der man sich eine Autonummer aussuchen kann, hatte man ermittelt, was für Autonummern in Gießen nicht vergeben waren. Man hatte meine Heimatadresse korrekt ermittelt und mir eine falsche Autonummer zugewiesen. Die Papiere liegen Ihnen vor mit meiner Petition habe ich sie eingereicht. Ich war also verdächtigt, fremde Kinder zu schleusen. Ein Gutachten hatte ich beantragt für meine Kinder, denn ich sah, dass sie belastet waren. Sie hatten immer wieder Wutanfälle, Schreianfälle. Sie hatten Psychotherapien bekommen müssen, weil es immer schlechter ging ihnen. Das Gutachten, das wurde bestellt. Mir wurde eine Rechnung über 10.000 € präsentiert, die ich jetzt noch langsam abbezahle.
Aber das kam ein Jahr, nachdem mir das Sorgerecht entzogen wurde. Der Grund für den Entzug des Sorgerechts war, dass ich wohl offenbar mit der Mutter zerstritten war und die Kinder könnten wohl nicht zwischen uns beiden leben. Daraufhin zog die Mutter mit dem alleinigen Sorgerecht nach Bremen. Seit 2011 hoffe ich, dass meine Kinder noch leben. Ich habe sie einmal gesehen. Sie haben mich aufgefordert, ich soll doch endlich mal Deutsch mit ihnen reden. Sie können sich vorstellen, wie man sich dabei fühlt. Und inzwischen hat mich auch ein Richter aufgefordert, beim Oberlandesgericht Bremen mit ihnen Deutsch zu sprechen. Ich weigerte mich. Ich habe jetzt einen Ausschluss. Ich darf meine Kinder 2 Jahre lang nicht mehr sehen. Daraufhin legte ich 2 Staatshaftungsklagen ein. Und da kam das Zitat, letzter Satz von mir: Wenn man doch unter Christidis, unter Google nachschaut, wird man gewisse Einstellungen und Gesinnungen erkennen. In der Tat hatte ich im Jahr 1999 gegen die Bombardierung Jugoslawiens protestiert. Danke. Muchísimas gracias. Siguiente, señora Joly. Alain Joly. Ah oui, merci Joly, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Bon, donc voilà, je suis Alain Joly. Je vous prie de m'excuser si je bégaye, mais malheureusement je suis aveugle, je ne peux pas lire, donc ça va être un petit peu difficile, d'autant plus qu'on n'a pas vraiment eu le temps de préparer la pétition. Je ne sais pas, peut-être inutile de faire un trop long discours sur ce qui s'est passé, puisqu'effectivement vous avez la pétition sous les yeux. J'ai été moi discriminé en raison de mon handicap, notamment. On m'a d'abord accusé de ne pas pouvoir élever mon enfant parce que je suis handicapé visuel. Handicap visuel, en fait, quand il n'est pas allemand, naturellement, parce qu'il y a beaucoup d'aveugles en Allemagne qui élèvent très bien leurs enfants, mais quand l'aveugle n'est pas allemand, donc il ne peut pas élever son enfant, c'est pas possible. Ensuite, dans le même temps, on m'a accusé de vouloir enlever mes enfants. Il y aurait eu un appel anonyme d'une dame dont on connaît le nom. C'est à ma connaissance la première fois que j'entends parler d'appels anonymes dont on connaît le nom des personnes qui font ces appels anonymes, qui aurait dit que j'avais peut-être l'intention d'enlever mon enfant. Donc, à partir de là, j'ai plus vu ma fille pendant un certain temps. Après, j'ai vu ma fille de manière médiatisée, donc surveillée. Depuis 2009, en fait, je vois ma fille. Alors au début, je la voyais toutes les 3 semaines pendant 3 heures. Donc je faisais l'aller-retour entre la France et l'Allemagne pour voir ma fille 3 heures, toutes les 3 semaines. Depuis maintenant, je ne sais plus exactement quelle date, plusieurs années, mais on va dire 3 ans, je continue à faire des allers-retours entre la France et l'Allemagne pour voir ma fille le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, sans possibilité d'hébergement. On ne sait jamais, je pourrais encore l'enlever. Donc effectivement, je suis aveugle, je ne suis incapable d'élever mes enfants, ma fille, mais par contre, je pourrais fuir avec ma fille, me cacher de la police, passer tous les barrages, vivre clandestinement, il n'y a aucun problème pour l'Allemagne. C'est possible. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que voilà, donc ça fait depuis plusieurs années que je fais ces allers-retours. Ça me coûte énormément d'argent, énormément de fatigue, énormément de torture psychologique. C'est réellement une torture psychologique. Je fais ça toutes les 3 semaines, voilà, avec toutes les problématiques qu'un aveugle peut rencontrer pour faire ce genre de trajet. Ma fille, comme beaucoup ici, à 4 ans, comme ils n'ont pas pu trouver le moyen ils n'ont pas réussi à m'obliger à avoir ma fille dans un parloir du Jugendamt ou je ne sais trop où. Ils ont trouvé un autre moyen pour que ma fille ne parle plus l'allemand, c'est-à-dire qu'à 4 ans, ma fille commençait déjà à me dire: papa, je suis allemande, je n'ai qu'une langue, c'est l'allemand, et je ne peux pas parler français, ça va me faire mal à la tête. C'est ce que ma petite fille de 4 ans me disait, donc c'est extraordinaire. Le patriotisme allemand, à quel âge il commence là-bas? Moi, je trouve ça fantastique. Il s'est passé ensuite, on va passer un petit peu au présent. Je me suis très vite rendu compte que mon ex-partenaire, qui était parti parce que j'ai refusé de lui faire un nouvel enfant, est parti avec un autre homme. Donc c'est elle en fait qui a enlevé ma fille. Et pendant les procédures, je me suis rendu compte très rapidement qu'elle était quasiment certainement, je suis persuadé même, qu'elle avait déjà quitté son nouveau partenaire. Donc il y avait des changements notables et très importants pour la vie d'une petite fille. Il fallait que je fasse une nouvelle procédure pour de nouveau demander la garde de ma fille. À ce moment-là, j'ai eu
des menaces implicites, mais des menaces quand même du juge qui m'a dit: Monsieur, est-ce que vous voulez vraiment continuer votre procédure pour demander de nouveau la garde de votre fille? J'ai continué. Il était clair que j'ai eu la visite de je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est la personne qui est venue, une tutrice, une avocate en mission. Ah oui, voilà, c'est l'avocate qui est chargée des intérêts des enfants là-bas en Allemagne, est venue chez moi pour m'interroger, voir ce qui se passait. C'était clair et net. Au bout d'un quart d'heure, elle était déjà en train de vouloir repartir. Il fallait que je la retienne pour lui parler. Enfin bon, elle est venue sans interprète. Je ne comprenais absolument rien de ce qu'elle disait. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que je me suis retrouvé devant le tribunal. On m'a, pendant 2 heures ou 3 heures d'audience, on s'est évertué à me dire que j'étais un empêcheur de tourner en rond, que c'était moi qui aliénais mon enfant, que, alors même qu'on avait beau dire que les collègues, les juges précédents qui avaient jugé notre affaire, avaient clairement écrit que la mère aliénait l'enfant, mais malgré tout, il fallait qu'elle reste avec la mère. Mais on m'accusait dans la nouvelle procédure, moi, d'aliéner mon enfant. J'ai demandé la récusation du juge. Et là, qu'est-ce que j'ai pas fait? On m'a, c'est extraordinaire. Quand on demande la récusation d'un juge en Allemagne, c'est son collègue de bureau qui décide si le juge doit être récusé ou pas. On a demandé à la partie adverse de dire si effectivement le juge avait pris parti pour la partie adverse. On demande à la partie adverse si le juge a été impartial, ou n'a pas été impartial, justement. Moi, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc, ça m'a coûté encore plusieurs centaines d'euros. Voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, Madame Bachelier, dont je parle aussi dans ma pétition, avec qui je vis maintenant depuis plusieurs années, son ex-partenaire, dans le seul but de l'empêcher de voir sa fille. Monsieur Yoli, vous devez terminer. Oui. Non. Est-ce que vous allez terminer? Je voudrais juste finir sur peut-être 30 secondes, 1 minute, pas plus. Donc, le père a porté plainte contre moi pour coups et blessures contre les enfants de Madame Bachelier ici présente et sur elle-même. Ils ont fait une instruction uniquement à charge. Ils ont interrogé son ex, l'enfant qui est complètement aliéné, tout l'entourage de son ex, pour des faits qui se seraient passés en France. Et ils n'ont absolument pas interrogé les témoins en France. Ils ont fait faire une enquête sociale en France qui a été complètement ignorée dans l'instruction, puisque forcément ils n'ont rien trouvé en France. Ils ont vu que voilà. Et aujourd'hui, je suis condamné. Alors parce qu'ils n'ont pas pu faire autrement, ils ont laissé tomber cette plainte-là. Ils sont partis sur autre chose. Mais c'est trop long pour développer. En tout cas, aujourd'hui, je suis condamné à 80 jours de prison ou à 2400 € d'amende. On a fait un recours, j'attends toujours des nouvelles, ça fait maintenant plus de 4 mois que j'attends, je pense que je n'aurai jamais de décision, ça va rester comme ça, comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Si un jour ils décident de me condamner parce que je gêne trop ou parce que je ne sais pas trop quoi, ben ils le feront. Et voilà. Merci beaucoup, Monsieur Yoli. Allora, c'è un'altra persona qui. Sì, è il signor Putin che aveva fatto anche lui una petizione sulla Bajsančaf e c'era un aspetto da aggiungere, non ripeto quello che è stato detto prima, esatto. L'aspetto brevissimo era questa misura amministrativa che viene fatta passare per giuridica per andare a prendere in giro i soldi in tutta Europa, della quale neppure la Commissione europea vuole parlare perché sono state fatte già 3 interrogazioni e non è arrivata nessuna risposta concreta, viene usata, oltre a tutto quanto già spiegato dal signor Gilberti, viene usata anche, come nel caso del signor Putin, nel caso in cui un bambino venga sottratto verso la Germania, nel momento in cui il bambino mette piede in Germania, sottratto, quindi illegalmente, il padre o la madre, il genitore tedesco che si è portato il bambino in Germania, quindi il sottrattore o rapitore, come amano chiamarlo i tedeschi, si rivolge allo Jugendamt, si fa anticipare dei soldi che poi lo Jugendamt va a reclamare. Ma stiamo parlando di una decisione che non solo è amministrativa e non giuridica, ma oltretutto è una decisione che va contro ai regolamenti europei, contro a tutti i regolamenti che precisano i trasferimenti transfrontalieri o meno. Praticamente si danno dei soldi ad un rapitore tedesco, però quando è tedesco non si può usare questa parola, e questo si usa poi nei tribunali stranieri per far vedere che in fondo lui, lei, il tedesco che si è portato via il bambino, non deve aver fatto una cosa illegale, perché se addirittura in Germania gli hanno riconosciuto anche gli alimenti, ecco, questo è un altro punto nel quale viene usato la Bajsančaf. Grazie, mille grazie.
Muy bien, vamos entonces. Luego les voy a dar, Monsieur Joly. Non, nous allons écouter maintenant les députés parce qu'ils ont demandé la parole. J'ai juste une toute petite question que je n'ai pas pu vous poser. Ma pétition a été déclarée recevable et une enquête a été ordonnée. Je n'ai plus de nouvelles. Quand aurai-je des résultats de cette enquête? Okay. Merci beaucoup. Yo les decía que habían pedido la palabra 4 diputados. También les voy a pedir brevedad por el tiempo, por la cuestión que les decía a los peticionarios. Tenemos que terminar a las 6:30. Tengo las peticiones del señor Boulon, señor Vilán, señora Berman y señor Irazabalbitia. Vamos a empezar por el señor Boulon, como han pedido la palabra. Monsieur Boulon. Merci, Monsieur le Président. Je n'avais pas levé la main pour demander la parole immédiatement, mais ce n'est pas grave. Je voulais laisser mes collègues intervenir pour pouvoir peut-être conclure, mais peu importe, je sais m'adapter. Je pense que au travers des commentaires qui ont été énoncés par les pétitionnaires, on sent toute la souffrance face à une machine administrative, judiciaire, juridique, qui les submerge complètement, tant à titre personnel parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de pouvoir lutter contre cette machine-là, mais ni financiers, ni les ressources quant à leur entourage familial non plus forcément, professionnel non plus, et vous voyez tous les impacts à chacun de ces niveaux que cela peut entraîner. Alors ce qu'il faut dénoncer, si on essaie d'englober un petit peu, de tirer des généralités de ces interventions, qui sont toutes des cas très criants et poignants, et qu'on ne peut pas ne pas entendre au sein de cette commission, et je leur disais tout à l'heure que la commission des pétitions avait un cœur. Nous sommes à l'écoute des citoyens européens, nous sommes l'émanation des citoyens européens. Nous devons obligatoirement apporter des réponses aux citoyens européens qui se plaignent et pour lesquels les pétitions ont été classées comme recevables. C'est donc des réponses que nous devons apporter. Alors les sujets sur lesquels il y a matière à porter plainte quelque part, c'est toute la discrimination qu'il y a quant aux démarches administratives auxquelles ils sont confrontés dans un pays étranger. Parfois ils parlent la langue, puisque parfois ça s'adresse à des Allemands, mais pour autant toute la machine administrative est hyper complexe à affronter. Des décisions iniques qui sont prises la veille parfois du jour où le père non allemand vient pour sa visite officielle et acceptée pour récupérer son enfant pour son droit de garde. On lui annonce au pas de porte qu'il n'a plus le droit de garde et que s'il insiste, on le mettra en prison. Enfin, il y a des choses inadmissibles. Il y a un non-respect de la législation des autres États membres par l'Allemagne parce que des décisions comme dans le cas de M. Cédric Laurent qui n'a pas pris la parole tout à l'heure mais qui est présent dans cette salle, il y a eu des décisions prises en France par des juridictions qui ont été remises en cause dans un second temps par l'Allemagne et par le Jugendamt. C'est inadmissible. On doit respecter la législation et les processus judiciaires des autres États membres, où il doit y avoir des ponts entre les juridictions, il doit y avoir des intermédiaires, il doit y avoir des médiateurs, il doit y avoir des juges spécialisés qui doivent aider les gens. Pourquoi lance-t-on des mandats d'arrêt européens sur la simple présupposition qu'un père ou une mère non allemand va emmener ses enfants alors qu'il les emmène pour des vacances comme prévu. Et on lance un mandat d'arrêt européen. Pourquoi quelqu'un qui, soi-disant, ne paie pas ses pensions alimentaires, alors qu'en fait, en plus, c'est incroyable, mais il en a payé plus qu'il ne fallait, pourquoi cette personne-là a aussi un mandat d'arrêt européen, se retrouve en prison plusieurs fois extradé, alors qu'en fait, non seulement il a payé plus cher, mais qu'en plus, il y a des procédures civiles qui doivent être normalement étudiées ou utilisées avant le mandat d'arrêt européen. Donc, tout ce processus est vraiment kafkaïen et vraiment inadmissible. Et moi, je pense, on a fait une mission d'enquête à Berlin. On n'a rien obtenu de cette mission d'enquête. On a fait un rapport qui a duré éternellement et nous n'avons concrètement aucun résultat sur toutes les pétitions qui sont arrivées après. Nous n'avons aucune aide de la part de l'administration allemande sur les pétitions antérieures et postérieures à cette mission à Berlin. Donc peut-être qu'il faut secouer un petit peu le cocotier, secouer un petit peu notre
notre ami l'Allemagne en leur disant mais prenez vos responsabilités, il y a dans votre comportement non-assistance à personne en danger, non-assistance à citoyens européens en danger, non-assistance à enfants en danger. Et l'Allemagne doit se bouger, doit imaginer des processus, doit imaginer des possibilités de recours indépendants de la justice, indépendants du Jugendamt, des systèmes de contrôle du Jugendamt, ce qui n'est pas le cas à la date d'aujourd'hui, qui devraient permettre d'éviter que des personnes sans contrôle particulier puissent prendre des décisions qui gâchent la vie de plusieurs personnes dans une seule et même famille d'enfants. Ce sont des futurs citoyens européens. Que seront-ils? Quel sera leur avenir? On est dans l'année de la citoyenneté européenne, nous devons défendre le citoyen européen. On est à la veille d'élections européennes, on ne peut pas parler d'Europe avec un grand E si on ne défend pas des idées et des grandes idées de l'Union européenne et de la liberté de circulation. Le droit d'aimer un Allemand, le droit d'aimer une Allemande, sans avoir le risque de perdre ses enfants un jour. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais dire. Et moi, en conclusion, je souhaite que ces pétitions restent ouvertes. Je souhaite que l'on demande à la Commission européenne de lancer un avertissement à l'Allemagne pour qu'elle prenne ses responsabilités et qu'elle engage des processus qui puissent aider ces parents-là et ces familles en souffrance. Je vous dis, de mon point de vue, c'est non-assistance à personne en danger. Merci, Philippe. Mr. Wieland. Mr. Wieland, please, you have the floor. Ich hatte mich zwar noch gar nicht zu Wort gemeldet. Also vorausgeschickt, über das Thema Beistandschaft würde ich sehr gerne von der Kommission etwas hören. Ich denke, das sollten wir separat behandeln, weil das nochmal eine neue Facette ist. Ich will nochmal ausdrücklich sagen, dass Gegenstand von Petitionen hier nur sein können diejenigen Dinge, die Unionsbürgern grenzüberschreitend widerfahren, und zwar deshalb, weil sie nicht deutsche Unionsbürger sind. Das ist aus meiner Sicht der einzige Punkt, weshalb Petitionen in diesen Angelegenheiten hier überhaupt behandelt werden können. Das war vor 5, 6 Jahren schon mal intensive Diskussion. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, dass in diesen Fällen, in denen das vorgetragen wird, diese Petitionen auch zulässig sind. Dass in einem Land auch Dinge, und ich habe Familienrecht gemacht, dass in einem Land Dinge auch schieflaufen, einzelne Urteile auch objektiv sich als falsch erweisen, das kann man nicht in Abrede stellen. In einem größeren Land passiert das häufiger wie in einem kleineren Land. Das hat mit der Zahl der Fälle, mit der Zahl der Menschen zu tun. Justiz ist nicht perfekt. Ich wehre mich aber dagegen, dass das Ganze Methode hat. Und ich habe Ihnen zugehört. Ich habe kein einziges Mal dazwischen gerufen. Sie sollten es auch unterlassen. Ansonsten sehe ich keine Grundlage, das vernünftig zu diskutieren. Im Übrigen, Herr Kollege Boulland, war es so, dass unter anderem Sie darauf gedrängt haben, dass der Zeitplan, den wir uns in Berlin gesteckt haben, sehr eng war. Wir haben da mit internationalen Schlichtungsstellen gesprochen, mit deutschen und französischen Richtern. Es war ein französischer Richter, der sagt, er kann nicht erkennen, was an dem deutschen System derartig viel schlechter sein soll als an dem französischen. Wir hatten sogar noch das Angebot gemacht, dass wir eine Gerichtsverhandlung besuchen. Es waren ausschließlich Sie, die dafür gesorgt haben, dass uns exakt diese Programmteile nicht möglich waren. Ich kann mich nur wundern, dass Sie das halt hier als explizites Argument anführen. Und dann will ich noch mal klar sagen, Fälle von Unterhaltspflichtverletzung gehören definitiv hier nicht her. Das hat nichts mit europäischem Recht zu tun, und ich will auch noch einmal ausdrücklich sagen, dass die Europäische Menschenrechtscharta die Mitgliedstaaten in ihrem Handeln auf dem Boden des europäischen Rechts bindet. Ich bin dafür, dass diese Europäische Charta für alle gilt, und zwar unabhängig davon, ob die Staaten auf dem Boden des europäischen Rechts handeln oder nicht. Ich kann nur sagen, der momentane Stand ist der, dass es dann zwingend gilt, wenn es sich um europäisches Recht handelt. Genau das ist die Frage, inwieweit Länder das national regeln können und inwieweit sie dann nur in Anführungszeichen auf ihre eigenen Grundrechte im jeweiligen Land beschränkt sind. Aber Unterhaltspflichtverletzungen gehören definitiv nicht hierher.
Und Herr Boulon, also da kann ich Ihnen nur mal sagen, das ist einigermaßen abenteuerlich, was Sie hier vortragen, dass mehr Unterhalt bezahlt worden ist. Ja, ist in Ordnung. Bloß wenn jemand in der Vergangenheit mehr Unterhalt bezahlt hat, als er muss, gibt es keine Rechtsordnung, wo er das Geld hinterher zurückverlangen kann. Und es gibt auch keine Rechtsordnung, wo jemand ad libitum sagen kann, jetzt bezahle ich überhaupt nichts mehr, weil mir dies oder jenes nicht gefällt. Da kommt man auch in Frankreich ins Gefängnis. Und wenn Sie das in Abrede stellen, dann würde ich dem sehr gerne nachgehen. Und deshalb ist es völlig normal, dass im Fall von Unterhaltspflichtverletzungen dann auch Haftbefehle ergehen. Und schließlich, ich will ausdrücklich meinen Respekt den petenten Kunden, die hier so freimütig gesagt haben, dass sie auch strafrechtlich Probleme haben, will aber ausdrücklich Frau Colombo fragen. Die hat gesagt, hier, sie sei als Verbrecher bezeichnet worden, was ich nicht tue. Der Begriff Verbrecher hat für einen deutschen Juristen eine eindeutige Qualifikation. Ein Verbrechen ist eine Straftat, die mit einer Gefängnisstrafe im Mindestmaß von mehr als einem Jahr bedroht ist. Deshalb wird mir der Begriff Verbrecher nicht so leicht über die Lippen kommen wie Straftäter. Ich will Sie ausdrücklich fragen, Frau Colombo, ob Sie von einem Gericht rechtskräftig verurteilt sind, ob das ein deutsches Gericht oder ob dies ein italienisches Gericht war und welcher Straftatbestand Ihnen zur Last gelegt worden ist und ob Sie dafür auch eine Freiheitsstrafe verhängt bekommen haben oder verbüßt haben. Das würde ich explizit einmal hier gerne wissen. A questo punto devo rispondere. E devo rispondere che così come gli risponda perché se le ha hecho la pregunta directa, risponda solo a esta pregunta. Solo a questa, esatto. Allora, siccome, dunque, prima di tutto lui ha precisato di essere uno specialista di diritto di famiglia, anch'io, perché i criminali in Italia studiano e si laureano. Okay? Secondo, come lo dice sempre. Seconda cosa, non c'è nessuna condanna definitiva a mio carico, mentre di definitivo c'è una decisione della Procura della Repubblica di Milano nella quale si scrive che l'avvocato, ve lo posso fornire, l'avvocato tedesco del mio ex marito ha falsificato la traduzione con la quale ha scritto che lui deteneva un affido esclusivo che non aveva ed è stato quello che ha tratto in inganno il Tribunale per i minorenni di Milano che ha mandato i miei figli in Germania. Io però non li ho più visti lo stesso. Grazie. Señora Berman, por favor, brevemente, very brief. No, later. When they have finished. Okay. Mr. Yes. Sí. Quiero decirle que cuando terminen los diputados, tendrá usted uso de la palabra a los peticionarios brevemente. Señora Berman, sí. Okay, danke schön. Also ich möchte mich in großen Zügen dem Kollegen Wieland anschließen. Ich sehe in der Tat ein Problem, wenn wir hier Petitionen behandeln, die Unterhaltsfragen behandeln oder abhandeln. Meines Wissens nach ist das ein Problem des Nationalstaates und nicht des Europarechtes. Es ist leider so. Scusi, ma lei è arrivata dopo, non era questo il tema. Sie gehört hinausgeschickt. Perdóneme. Ha interrumpido varias veces. No quiere. Yo la esta primera vez. Sí, por eso. Por favor. Descendientes con ustedes. Lo sabe. Por favor, vamos a seguir las reglas. Creo que se puede debatir y la señora Berman no lo ha interrumpido. Por favor, no se vuelva a repetir. Por favor. Sí. Dankeschön. Allen Petenten und auch den Petentinnen einen Respekt, dass Sie hier sind, dass Sie uns Ihr Anliegen vortragen. Aber ich denke, dass es unsere Aufgabe als Abgeordnete ist, die Petenten auch dahingehend zu beraten und sie zu begleiten. Ist das nun eine Petition, die europäisches geltendes Recht verletzt, ja oder nein? Ich denke, wir müssen uns auf die Zeit beschränken. Natürlich haben wir hier Verwaltungsprobleme, natürlich haben wir hier Diskriminierungsprobleme. Ich war selbst damals Teil der Delegation in Berlin. Ich kenne diese ganze Problematik und ich glaube, dass wir einfach in der nächsten Petitionssitzung, das wird demnach im Herbst sein, beziehungsweise im Juli sein, dass wir da dann ausführlich uns unterhalten sollten, auch im Koordinatorentreffen. Im Übrigen möchte ich Ihnen, Herr Kollege Boulon, eines sagen. Es ist auch mir bekannt, dass es umgekehrt deutsche Staatsbürger und Staatsbürgerinnen gibt, deren Kinder nach Frankreich entführt werden und die ihre Kinder nicht zurückbekommen, mit der schlichten Begründung, sie würden oder wären zu sehr germanisiert worden. Ja? Also
Mir steht es nicht zu, hier Recht zu sprechen oder hier etwas zu beurteilen, was richtig oder rechtens ist, sondern ich möchte nur noch einmal anmerken, ich glaube, dass wir uns als Abgeordnete wirklich nur mit diesen Punkten befassen sollten, die wirklich geltendes europäisches Recht verletzen oder verletzt haben. Und für das steht auch meine Tür ganz sicher immer offen. Also das ist das, was ich Ihnen mitgeben möchte. Dankeschön. Gracias, señora Bertrand. Señor Idiazábal-Beitia. Bueno, voy a ser breve. Lo que hemos escuchado hoy aquí me recuerda mucho lo que escuchamos, creo que fue hace 15 días, la última reunión de esta comisión sobre los mismos casos en Gran Bretaña. Por lo cual, creo que no se puede decir si los casos violan o no violan la legislación comunitaria, porque parece que es un problema general en toda Europa. Y viole o no viole la actual legislación comunitaria es un problema al cual la Comisión tiene que responder, para responder a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas europeos. Yo creo que el camino que iniciamos en aquella petición de Gran Bretaña lo tenemos que continuar. Creo que tiene que seguir abierta esta petición y creo que es grave que en varios países de Europa, porque recuerdo el caso de Gran Bretaña, se prohíba a sus padres hablar la lengua materna con sus hijos. Eso ocurre en Gran Bretaña y ocurre aquí en este caso alemán también. Y estamos ante la conjugación de una serie de derechos, varios, no solo los derechos del niño, los derechos de los padres, también los derechos de las minorías, los derechos lingüísticos, ese tipo de derechos. Yo creo que la petición debe seguir abierta. No nos tocará a nosotros discutirla la próxima legislatura, no a mí por lo menos, porque no estoy en este Parlamento. Pero sí creo que la Comisión, y el mensaje que tenemos que transmitir a la Comisión es que la Comisión tiene que hincarle duro a este tema y que tiene que estudiar a nivel europeo un tipo de legislación que evite que este tipo de problemas se sucedan de un país a otro en la Unión Europea, y que según la petición de comisión, el día que se reúne la comisión de peticiones, tendremos temas daneses, tendremos temas alemanes, tendremos temas británicos y supongo también habrá otros temas en otros países de la Unión. Es decir, creo que es el momento de que la Unión a este tipo de problemas le encuentre una solución adecuada a nivel europeo. Gracias, señor Idiazábal-Beitia. Vamos a ver. Sí, ahora le voy a dar. ¿Usted es peticionario? Sí. No, sí, pero esto no funciona así. Vamos a ver. Voy a darles, porque esto va a terminar, tienen que ver. ¿Quién quiere intervenir de los peticionarios a responder a algunas cuestiones? La señora. Muy bien. Brevemente, 2 minutos a cada uno, y al señor que me ha pedido la palabra también. 2 minutos, por favor, comience. Va bene, grazie. Allora, intanto non siamo venuti qui a discutere problemi di mantenimento. Quando io ne ho fatto cenno era solo per spiegare che i bambini vengono usati per far entrare i soldi in Germania. Non è questo il tema. Il tema sono che ci sono dei bambini a cui viene negata l'identità, viene negata una madre, viene negato un padre, semplicemente perché non sono tedeschi. Questo è il tema. L'altra cosa che vorrei chiedervi: quando fate degli studi, delle missioni, sentite anche qualcuno che si è specializzato, e magari non soltanto un tedesco, perché ci sono anche delle persone non tedesche che sono specializzate in diritto tedesco. Perché quando leggo che siete andati a Berlino ed è stato discusso con la giudice tedesca del BGB, del codice civile tedesco, dove sembra che tutto sia come in Francia, i servizi sociali, i problemi che ci sono in Inghilterra, eccetera, ma vi tacciono completamente l'SGB, che è il codice sociale che regola tutti i poteri dello Jugendamt, questo non mi sembra molto corretto. Quindi servono forse degli specialisti che non siano solo tedeschi, anche sul tema di diritto. E l'ultima cosa, sempre sul tema di diritto, sempre per parlare di diritti europei: io ho in Germania dei tribunali di famiglia che per legge, cioè dei tribunali dove per legge il cittadino che chiede il gratuito patrocinio non lo ottiene da un posto indipendente e solo in base al suo reddito, è il giudice di famiglia che decide della sua causa che gli concede o no il gratuito patrocinio solo se ci sono possibilità di buona riuscita. Questa è la legge tedesca. Se questo è conciliabile con i diritti dell'Europa, lo chiedo a voi. Grazie. Ich muss sagen, ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft von den deutschen Vertretern im Ausschuss. Was ich gehört habe, war, was nicht hierhin gehört, zum Beispiel Unterhaltssachen,
und dass es woanders auch Ungerechtigkeiten gibt, zum Beispiel in Frankreich oder England und so weiter. Das heißt also, für mich als Griechen habe ich jetzt den Trost, solange ich bezahle und nicht das Land Deutschland verlasse, bekomme ich keine französischen Ungerechtigkeiten und keine dänischen oder englischen. Es ist nicht wahr, es ist einfach falsch und neben der Sache, wenn man hier versucht klarzumachen oder vorzumachen, es gäbe hier kein System. Vorhin habe ich gesagt, wie ich die 10.000 € für ein Gutachten bezahlen muss. Was ich in den 5 Minuten unterschlagen habe, war, dass das Gutachten inzwischen vorliegt. Das Gutachten für meine Kinder, die Untersuchung meiner Kinder hat hervorgebracht, dass ich paranoid sei. Ein ganz klarer Grund, jemanden einzusperren und einen Beamten wie mich zu entlassen. Das Gutachten ist zurückgenommen worden vor Gericht ohne eine Widerrede. Ich muss aber trotzdem bezahlen. Sämtliche Hierarchien habe ich auf und ab gegangen in 2 von 16 deutschen Bundesländern. Das ist einmal Hessen und einmal Bremen. In allen diesen Hierarchien ist bestätigt worden, dass meine Kinder keinen Griechischunterricht bekommen. Nicht, weil ich grausam oder irgendetwas war. Sie bekommen einfach keinen Griechischunterricht. Fertig. Sie sind griechische Staatsbürger mit erstem Wohnsitz in Griechenland. Sie bekommen ihre Pässe seit 2004 nicht verlängert, weil die Mutter ihr gutes Recht doch anwenden soll und keinen griechischen Pass beantragen soll. Aber der deutsche Pass wird den Kindern ohne meine Unterschrift gegeben, auch bei gemeinsamem Sorgerecht. Das ist System, es ist nicht ein Einzelfall. Die Aufforderung, Deutsch mit den Kindern zu sprechen, ist mir in Hessen wie in Bremen ausgesprochen worden. Ich bin aber Grieche und ich bin der Einzige, der so verrückt war, Griechenland zu verlassen. Und meine ganzen Verwandten, meine Freunde sind in Griechenland. Ich will, dass meine Kinder irgendwann, inzwischen 14 und 16 Jahre alt, dass sie auch kennenlernen. Und ein letztes, ich habe gebeten, dass wenigstens protokolliert wird, wenn die Anwältin der Mutter sagt, die Kinder seien nicht missbraucht worden. Oder dass die Mutter gefragt wird, zu Protokoll zu geben. Es wird nicht gefragt. Es gibt keine Aussage darüber. Das ist System. Wollte ich nur gesagt haben. Danke. Ich möchte nur eine ganz kurze Frage stellen. Wir werden hier immer wieder auf nationales Recht verwiesen. Ich stelle ernsthaft die Frage, warum Deutschland internationale Konventionen unterzeichnet, Menschenrechtskonventionen und andere, wenn es nicht die Intention hat, diese überhaupt einzuhalten. Deutschland verpflichtet sich in den Menschenrechtscharten, dass zum Beispiel Kinder ein Recht haben auf beide Eltern. Sie haben das Recht, die Eltern zu sehen. Ein Umgangsausschluss darf nur in ganz, ganz krassen Fällen ausgesprochen werden, wo wirklich die Kinder in Gefahr sind. Und wenn Sie die deutsche Rechtspraxis sehen, dann ist das ein knallharter Verstoß gegen diese internationalen Konventionen. Sei es auf europäischer Ebene, sei es auf UNO-Ebene. Warum also unterzeichnet Deutschland das und warum also wird die deutsche Unterschrift unter solchen Dingen überhaupt noch akzeptiert? Antes que usted, la señora Berman ha pedido la palabra. Señora Berman. Dankeschön. Also in einem Punkt, da bin ich jetzt voll und ganz bei Ihnen. Kinder, egal wo wir sind auf dieser Welt, haben das Recht auf beide Elternteile. Über das, glaube ich, braucht man nicht diskutieren. Und ich denke, in dem Punkt müssen wir die Petenten unterstützen. Also ich glaube, da ist ein Ansatz, dass wir sagen müssen, das müssen wir uns näher anschauen. Kinderrechte sind einzufordern und einzuhalten. Das wollte ich nur angemerkt haben. Danke. Vamos a ver, tenemos ya el problema. Los señores intérpretes nos han dado más tiempo del que ellos se lo quiero agradecer. Ellos tienen que terminar su labor. Nosotros podemos, han pedido la palabra. No sé si lo quieren hacer en inglés. Nosotros estamos dispuestos a seguir brevemente en inglés o en francés. No sé si hay algún problema o que les traduzca. ¿Quién quiere la palabra? ¿Usted ha pedido la palabra? Sì, 2 parole solamente in italiano. Allora, bene che le petizioni restino aperte, anche grazie all'assenza della Commissione che doveva essere presente. Lunga vita all'Europa, non a quella che ho visto oggi, spero un'altra, però spero nel 2100 che una risposta a queste e alle altre petizioni sia data. Ecco, questo è quello che chiedo. Posso dirla una cosa? Una sola. Una sola. Entschuldigen, das sage ich Ihnen No, auf micro, sí. Oh, scusa. No, micro, debe utilizar. Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist offensichtlich, dass es Gesprächsbedarf gibt.
es wäre nett, wenn Sie mal teilnehmen würden, wenn wir in Deutschland sagen, wir wollen mit Ihnen über das Problem reden. Frau Bergmann. Okay. Señor Bergmann. Ich muss darauf antworten. Wenn Sie mir Ihren Namen sagen, ich weiß leider Ihren Namen nicht. Sie haben mich nicht eingeladen, zumindest weiß ich nichts von einer Einladung, dass ich mit Ihnen sprechen soll. Ich spreche selbstverständlich mit Ihnen, das ist überhaupt kein Problem und das weiß jeder. Gerade wenn es um Kinder geht, kann er zu mir kommen. Ich höre zumindest zu. Und der nächste Schritt, den ich habe in meiner Arbeitsweise, ist, dass ich mir Ihre Unterlagen ansehe und dass ich versuche herauszufinden, wo ist geltendes europäisches Recht verletzt worden. Passen Sie bitte auf, wenn Sie mir unterstellen wollen, dass ich nicht hier wäre. Vamos a ver, no vamos a abrir un debate. Das geht so nicht, you have Herr to finish Kollege. because they have to go away. Es muss Ihnen klar sein, wenn Sie hier sagen, es muss klar sein, wenn hier gesagt wird, ich soll hier bleiben, dass ich mich zur Wehr setze, weil ich bin gerade, wenn es um Kinder geht, hier. Das ist immer so. Ich bin heute zu spät, ich muss mich auch jetzt entschuldigen, ganz offiziell. Ich muss weg, ich habe ein Meeting um 7 und ich kann nicht anders. Ich kann leider nicht länger bleiben. Es tut mir leid. Y esto lo hemos pasado del tiempo y yo insisto, agradezco todas las intervenciones, tenemos que cerrar el tema. La petición sigue abierta, lógicamente, y entonces lo que vamos a hacer es, señor Boulán, si usted quiere, pero muy brevemente, es que estamos fuera de tiempo, por favor. Je regrette, je voulais répondre à mes collègues, mais dire à Mme Bergmann qu'il y avait aussi des cas autrichiens et que si on parle du Jugendamt, c'est qu'il y a des centaines de cas concernant le Jugendamt, ce qui n'est pas le cas dans aucun des autres pays. Dire à M. Wieland, qui n'est plus là malheureusement et qui est parti courageusement avant la fin du débat, que quand on parle de pension alimentaire, je suis d'accord avec lui, mais quand une pension alimentaire entraîne un mandat d'arrêt international alors qu'elle est payée, c'est tout à fait anormal. Voilà, donc merci Monsieur le Président de laisser ces pétitions ouvertes et j'espère qu'on donnera une réponse rapidement aux pétitionnaires quant à l'avis de la Commission. Sin duda alguna. Yo vuelvo a pedirles disculpas en nombre de la Comisión Europea, aunque nosotros no somos la Comisión Europea. Yo estoy tan decepcionado por esa falta, porque me hubiese gustado que la Comisión Europea estuviera aquí, sin duda alguna. Nosotros vamos a trasladar esa queja también a la Comisión Europea. Vamos a pedir a la Comisión Europea que traslade sus análisis, sus comentarios sobre esta cuestión a cada uno de ustedes. Yo le pido a la Secretariado que les manden a cada una de las peticiones los planteamientos de la Comisión Europea. Asimismo, a las autoridades alemanas, una vez más, vamos a instarlas a que den una solución a este caso. Vamos a trasladar todas las quejas que hemos escuchado en el día de hoy, con nuevos argumentos, que eso es lo importante. Los nuevos argumentos se van a trasladar a las autoridades alemanas y vamos a exigirles una respuesta. Y yo lo que espero que no tengamos que llegar al 2100. Como presidencia, yo lo pediré ipso facto, como se suele decir, lo antes posible que estas cartas salgan, que la legislatura se acaba el 25 de mayo, como usted sabe, perdón, las elecciones son el 25 de mayo, esta es la última sesión de la Comisión de Peticiones, pero que la próxima legislatura, si puede comenzar, estén los que estén con este tema, dando respuesta a este tema, yo se lo pido encarecidamente a la Secretaría que lo haga así, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por todo. Y se cierra la sesión. No. Sí, hay dos cuestiones, dos asuntos del tema B que quieren que queden abiertos. Yo mismo pido el 1268/2010 y el señor Becker 600/2013. Si no hay ningún comentario. Y también un tercero, perdón, de los verdes sobre el Zoo de Barcelona piden la petición 1354 que quede abierta. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Se cierra la sesión.